Bonjour à vous. Comme d'habitude, si cette vidéo vous a plu, un petit pouce, un abonnement, un commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé, c'est important pour moi. Éventuellement un petit don, lien dans la description, cela me permet de publier régulièrement. Merci à tous de votre soutien à cette chaîne. Petite information aussi concernant ceux qui me regardent sur YouTube et en particulier mes abonnés, vérifiez que vous êtes toujours abonnés. Puisque comme je le dis très souvent, YouTube a tendance à désabonner mes abonnés. Donc soyez vigilants et vérifiez que vous êtes toujours abonnés. Voilà, donc là c'est le point sur l'Ukraine du 18 mai 2024 avec comme titre principal la guerre d'attrition russe fonctionne. Alors cette guerre d'attrition qui a été lancée par le général Sourovikine il y a maintenant bien longtemps de cela, c'est lui aussi qui a créé ces fameuses lignes de défense que l'on appelle dorénavant Sourovikine, eh bien ça fonctionne. Les Russes s'y sont tenus malgré un grand nombre de troupes en Ukraine. Ils se sont restreints à une défense agressive, de plus en plus agressive, jusqu'à ce qu'ils fassent finalement des offensives. Alors des offensives de taille très raisonnable, on est loin de la grande offensive, mais en tous les cas, ils ont attendu pendant des mois, ils ont fait cette défense afin d'épuiser au maximum le côté ukrainien et en particulier concernant les systèmes antiaériens et les ressources humaines. Donc tout s'est passé parfaitement côté russe, exactement comme cela a été prévu, selon eux, bien entendu. Alors évidemment, leur futur avancée, on verra, parce que c'est toujours le mystère côté russe. Mais par contre, ce qui est certain, c'est que la panique à Kiev ne cesse de grandir, si cela était encore possible, puisque là, tout dernièrement, le petit village de Rabotino a été pris définitivement par les Russes. C'est un village qui a été dans les mains des deux camps en faisant du ping-pong pendant des mois. Ces derniers mois, c'était plutôt côté russe que le village appartenait. Là, maintenant, il a été consolidé. Donc, on peut dire que le village est pris définitivement. Il a été consolidé. Alors, je rappelle que Rabotino, c'est un village, certes, dont on nous dit que c'est insignifiant, mais je vous rappelle qu'il y a quelque temps, Zelensky, soi-disant, est allé là-bas pour encourager ses hommes. Zelensky qui s'est déplacé, soi-disant, à Rabotino. Je tiens à le souligner. Donc si c'était si insignifiant, comment ça se fait que le président se soit déplacé là-bas? Donc non, Rabotino est très important pour les Ukrainiens puisque c'était sur cette région-là que la grande offensive ukrainienne devait s'établir. Au final, ça a été un énorme fiasco, comme vous le savez tous. Mais cette prise de Rabotino dont les médias se retiennent d'en parler, et pour cause, parce que ça ferait vraiment trop, ça ferait vraiment trop. Heureusement pour les médias, ce n'est qu'un petit village, et pourtant les médias en ont parlé pendant des mois, et cela a fait la une des médias concernant la guerre en Ukraine pendant des mois, et ils se sont arrêtés d'en parler, bien évidemment, et pour cause. Mais là, dernièrement, on a cette offensive russe venant du nord qui a eu lieu, qui ne cesse de s'agrandir. Le front nord avance. Donc je parle de l'oblast de Belgorod et de Koulsk, hein, on parle de ces territoires-là. Donc à partir de ces deux territoires, donc les Russes ont fait cette avancée pour créer une zone tampon qui a été demandée par Vladimir Poutine afin de protéger en particulier l'oblast de Belgorod et en particulier plus précisément la ville de Belgorod. Et donc en plus avec l'attitude des États-Unis et des Anglais qui est de plus en plus laxiste envers les Ukrainiens, cela inquiète la Russie qui a décidé d'une zone tampon afin de sécuriser donc le sud de la Russie, donc
particulièrement ces deux oblasts, donc l'oblast de Koursk et de Belgorod. Alors évidemment, cette nouvelle zone tampon russe qui ne cesse d'avancer, qui ne cesse de s'approcher de la ville de Kharkov, met en panique Kiev, puisque Kiev ne sait plus où donner de la tête. On a la ville de le village de Rabotino qui vient d'être pris par les Russes de manière définitive. Donc certainement les Ukrainiens vont vouloir envoyer des troupes dans le sud. Le problème, c'est qu'ils avaient déjà envoyé la plupart de leurs troupes, les plus aguerries, on va dire, sur Tchassivial, afin de tenir Tchassivial, qui est le point le plus important sur le front en Ukraine. Voilà, donc a pris la place d'Ougledal, Ougledal, la dernière forteresse du front. Voilà, mais qui est passé en arrière-plan avec en premier plan Tchassivial, un verrou vital, un hub ferroviaire et routier. Donc Zelensky a demandé que toutes les troupes disponibles aillent défendre Tchassivial. Tchassivial qui devait tomber il y a déjà un moment, d'après les dires du commandant ukrainien de Tchassivial qui avait été interviewé par LCI. Je vous avais montré la vidéo et il avait dit que dans peu de temps Tchassivial tomberait. Tchassivial a tenu exactement comme à l'image de Bakhmout et d'Avdiivka grâce à des renforts permanents. Donc vraiment c'est le hachoir à viande de Tchassivial. Encore, et oui, encore. Après Bakhmout, maintenant nommé Artyomovsk, après Avdiivka, eh bien on a Tchassivial, nouvel hachoir à viande. Et oui, car il faut tenir absolument. Le problème, c'est qu'entre-temps, il y a eu cette zone tampon créée par Vladimir Poutine au nord. Donc ils ont été obligés de détacher des hommes qui devaient fournir des hommes frais à Tchassivial. Ils sont obligés d'aller vers le nord. Zelensky a fait une demande urgente de 2 systèmes patriotes pour protéger la ville de Kharkov. Les 2 patriotes qu'il n'aura bien évidemment jamais. Mais il a quand même demandé. Bref, c'est la panique. Là, l'Ukraine, manquant d'hommes, manquant de munitions, manquant de tout en réalité, et toujours sans appui aérien. Toujours sans appui aérien. Eh bien, l'Ukraine est en panique, évidemment, et là, ne sait plus où aller. Car les Russes rusent et ont créé 3 fronts majeurs. Donc, il y en avait 2, c'est-à-dire vers Rabotino, c'est-à-dire la région d'Orirov, qui était le point culminant de la grande offensive ukrainienne, donc la région d'Orirov, là où il y a le petit village de Rabotino. Il y a donc vers Tchassivial et maintenant il y a cette zone au nord. Il y avait un autre front, mais qui était vraiment figé depuis 7 ou 8 mois, c'est la région de Kupiansk, qui était complètement figée. Et là, il n'y a que maintenant que les Russes commencent à avancer à nouveau sur Kupiansk. Là, ça vient de sortir. Donc voilà, donc au final, en réalité, Kupiansk, un tout petit front qui commence à se faire, où il y a une poussée russe, mais c'est tout nouveau et tout petit. Mais par contre, 3 fronts majeurs, donc au nord, comme je viens de vous le dire, Tchassivial, et maintenant au sud, où les Russes recommencent une offensive, recommencent à avancer de manière importante. Donc c'est la technique stratégique qui fait que, bien évidemment, les Ukrainiens manquant d'hommes ne savent plus où envoyer d'hommes. Tout du moins, c'est ce que je suppose, qu'est la stratégie russe. En tous les cas, ça a l'air de fonctionner, bien évidemment. En tous les cas, bon, j'arrête là. Voilà ce qu'on pouvait dire sur l'état du front présentement. Alors maintenant, autre nouvelle, on a Kirilo Boudanov qui a annoncé qu'il n'avait plus de réserve. Ça veut dire qu'il n'a plus d'hommes, voilà, à envoyer sur le front, dans le sens pour remplacer ceux qui se battent. Il a annoncé qu'il n'y avait plus de réserve, donc il l'a annoncé par le New York Times.
Donc, voilà, Kirilo Boudanov qui lui a toujours fait de la propagande en disant que tout allait toujours bien, que, que les Ukrainiens tenaient bon et qu'ils allaient même reprendre la Crimée, les territoires occupés. Lui qui nous disait toujours ça, bref, à contre-courant de Zaloujny et maintenant de Sielski, et bien là, maintenant, ça y est. Il a changé de ton. Maintenant, il devient plus objectif parce qu'il est obligé d'être objectif. Le mur des réalités l'a rattrapé. Donc, Boudanov donc, tire la sonnette d'alarme. Sonnette d'alarme qui avait déjà été tirée par Valéry Zaloujny, qui réclamait 500 000 hommes supplémentaires étant donné qu'il en perdait environ 30 000 par mois. N'oublions pas le rapport d'état-major français qui a été mis sur le bureau de Macron, révélé par Marianne et que je vous avais montré. Et l'état-major français disait que les Ukrainiens perdaient 35 000 hommes par mois. Voilà, c'est il y a eu 3 rapports donnés à Macron et dans un des autres rapports, un haut responsable de l'état-major français avait dit que comparé à l'armée russe, l'armée française était une armée de majorettes. Je vous rappelle ça, c'est pas moi qui le dis, hein, ça a été révélé par Marianne et je vous avais montré les rapports à ce moment-là. Retrouvez mes vidéos. Bref, autre nouvelle importante, on a aussi Sergei Shoigu qui a été remplacé par Andrei Belouzov. Andrei Belouzov qui est un économiste à la base, mais qui s'est toujours occupé un petit peu de loin, certes, mais des affaires militaires malgré tout. Il a travaillé pour Rosstat, l'Institut des statistiques russes, qui est très important en Russie. Et donc, il est admiré de tous, hein, cet Andrei Belouzov. J'entends pas qu'en Russie, mais aussi en Occident. Jacques Sapir avait longuement parlé de cet homme-là déjà il y a quelque temps de cela. Donc, Andrei Belouzov, donc lui, il a été mis là au ministère de la Défense afin d'harmoniser l'économie avec le militaire, afin que chaque rouble dépensé soit efficace et d'apporter de l'innovation, d'apporter de la haute technologie. Donc, comme lui, c'est un expert dans tout cela, qu'il est reconnu comme très intelligent, ultra compétent, loué de par le monde, et quand je dis de par le monde, j'inclus tout l'Occident. L'Occident reconnaît qu'il est absolument brillant. Donc, bref, et Shoigu, bah, lui, c'est de l'ancienne génération. Shoigu qui a été promu, puisqu'il va remplacer Patrouchev en tant que chef de la sécurité de la Russie. Par contre, on ne sait pas encore exactement. Alors Patrouchev, alors d'après ce que j'ai compris, Patrouchev, lui aussi va occuper un poste très très important. D'après ce que j'ai compris, il va être le conseiller personnel de Vladimir Poutine. Et comme Patrouchev, c'était un ancien ingénieur de la construction navale, il va être responsable de tout ce qui est la flotte russe. Il va superviser toute la flotte russe maintenant, Patrouchev, et il devient maintenant le bras droit de Vladimir Poutine, tout simplement. Premier conseiller de Vladimir Poutine. Voilà le sort de Patrouchev. Alors au début, Patrouchev, on ne savait pas trop. Et là, on vient d'avoir ces dernières informations. Voilà, et aux dernières informations principales, on a Anthony Blinken qui a été encore une fois à Kiev. Alors on ne sait pas évidemment exactement pourquoi. Dans la réalité, officiellement, on nous dit que c'est pour apporter son soutien, bien évidemment, à Kiev. En réalité, bah, peut-être pour lui dire, bon, bah, à Zelensky, bah, peut-être là, il va falloir que tu commences à négocier avec Vladimir Poutine, parce que là, c'est mal barré. Alors, Blinken, s'est ridiculisé, il a montré ses talents de guitariste dans un bar à Kiev, ça a choqué les Ukrainiens, et oui, il a réussi à faire ça.
En pleine guerre, voilà, il a voulu montrer ses talents de guitariste. Donc c'était ridicule, mais bon, voilà, même les Ukrainiens n'ont pas apprécié, hein. Donc Anthony Blinken, certainement là-bas pour dire, bon, bah, voilà, là, pour la communication, on fait semblant de te donner encore de l'argent et de l'armement, mais en réalité, prépare les négociations avec Poutine. Ce n'est que moi qui dis ça, hein, ce n'est que mon hypothèse, mais je vois que ça, parce que ça fait déjà 3 ou 4 fois qu'il est parti à Kiev, à chaque fois pour dire, ah, je t'apporte mon entier soutien, pas besoin d'aller à Kiev pour ça, donc à mon avis, c'est très grave, voilà. Ce n'est que mon avis. Évidemment, nous allons parler de bien d'autres informations. Là, la grosse information, c'est que les Russes ont subi un revers, et cela concerne l'aérodrome militaire de Belbek en Crimée, qui a dû subir apparemment 16 attaques MS. Et oui, d'après le ministère de la Défense russe, donc presque tous ont été arrêtés. Apparemment sur les 16, 14 ont été arrêtés, mais 2 sont passés. Et cela a fait de vrais dégâts, hein. On parle d'un Sukhoi 27 détruit, de 2 lanceurs détruits au niveau des systèmes antiaériens. Donc un lanceur S-300, un lanceur S-400 et un radar d'S-400. Donc c'est très problématique pour les Russes quand même. 2 MiG-31 et un MiG-29 auraient été endommagés. Voilà, donc ça c'est le résultat de 16 attaques MS sur la base de Belbek en Crimée. Donc ça veut dire que les systèmes antiaériens russes sont quand même très bons, parce que pour en arrêter 14 sur 16, d'après ce que j'ai compris, évidemment, il faut les croire sur parole, mais en tous les cas, ça veut dire que le système antiaérien russe est très bon, parce que arrêter tous ces attaques MS pour faire au final relativement peu de dégâts étant donné le nombre de missiles utilisés. Alors évidemment, de toute manière, il n'y a aucun système au monde qui ne peut arrêter à 100% 16 attaques MS. Aucun. Ou alors, faut mettre 3-4 systèmes S400 au même endroit. Ce qui n'est pas possible, puisque les systèmes S300 et S400, ce n'est pas fait pour ça. C'est déjà un gros coup de bol que les Russes aient eu la présence d'esprit de mettre un système S300 et S400 juste pour protéger un aérodrome militaire, aussi important soit-il. Donc c'est déjà énorme de mettre tout ça comme défense antiaérienne. Il y en avait d'autres, hein, pas que ces 2 systèmes-là. Mais voilà, donc ce qui prouve quand même que c'est très bon comme système. Voilà. Donc, mais malgré tout, bah, il y en a qui sont passés, et ceux qui sont passés, bah, ils ont fait des dégâts, parce que c'est des dégâts par des sous-munitions. Donc c'était des attaques, des vieux attaques MS qui ont des bombelettes. Et mais par contre, alors là c'est mon avis, les Russes ont fait une faute. Et là, ils ont fait une faute, parce que c'est quand même surprenant qu'il n'ait toujours pas fait d'abri en béton concernant l'aérodrome, tout du moins au minimum pour les MiG-31. Voilà, alors comme ils savaient que la Crimée allait être attaquée, ils avaient retiré tous les avions d'importance et les systèmes d'importance, comme les Sukhoi 57, les Sukhoi 34, les Sukhoi 35 et même des Sukhoi 25 qui sont considérés comme très importants pour la guerre. En tous les cas, bon, leur système antiaérien fonctionnait, mais quid des abris antimissiles pour les aérodromes, qui est une protection. Donc là, il y a quand même un laxisme côté russe qui est étonnant, parce que là, on parle de la Crimée. Crimée qui est perpétuellement la cible des Ukrainiens. Et oui. Donc, un coup dur pour les Russes, mais bon, un coup dur comme les Ukrainiens en font de temps en temps, mais qui ne change strictement rien. Parce qu'à l'échelle
du conflit global, ce ne sont que des coups d'épingle qui ne servent strictement à rien. Parce qu'ils font des actes comme ça hors théâtre du front, donc ça ne les aide en rien en réalité sur le terrain. Donc c'est des coups d'épingle qui ennuient les Russes, bien sûr, mais qui ne changent strictement rien au front. Voilà. Et les Américains râlent parce qu'ils ont dit, ben, au lieu d'utiliser des attaques MS pour la Crimée, faire des coups comme ça, fallait les utiliser sur des points sur le front, parce que c'est sur le front que ça avance. Attaquer la Crimée ne sert strictement à rien, comme attaquer les raffineries, ça ne sert à rien, parce qu'elles ne sont jamais détruites totalement. C'est qu'une partie, toute minuscule partie de la raffinerie qui est détruite en général. Donc les Américains râlent. Lloyd Austin a dit qu'il fallait qu'ils arrêtent et plutôt qu'ils envoient leurs forces sur des dépôts de munitions sur le front, sur des véhicules blindés, sur l'artillerie russe. Parce qu'en attendant, les Russes avancent. Et c'est pas des coups d'épingle en Crimée ou en Russie qui vont faire que ça va changer la donne pour les Ukrainiens. Voilà. Alors comme d'habitude, cette vidéo est en 3 parties. Vous avez les informations générales, donc avec moult et moult informations diverses, dont je ne vous ai pas encore parlé, bien évidemment. Cela sera suivi de la conclusion et enfin la carte militaire, afin que vous sachiez ce qu'il se passe sur le terrain. Voilà, commençons. Alors voici un article du New York Times, et que nous dit-il? Face à l'avancée russe, un général ukrainien de haut rang dresse un tableau sombre. Les forces ukrainiennes sont à bout de souffle et disposent de réserves minimes sur lesquelles s'appuyer, a déclaré le chef du renseignement militaire, en plus du manque d'armes. L'armée ukrainienne est confrontée à une situation critique dans le nord-est du pays, confrontée à une pénurie de troupes alors qu'elle tente de repousser une offensive russe qui avance depuis plusieurs jours, a déclaré lundi un haut général ukrainien. Les troupes russes ont franchi la frontière la semaine dernière pour ouvrir une nouvelle ligne d'attaque près de Kharkov, la deuxième plus grande ville d'Ukraine après Kiev, capturant au moins 9 colonies et villages et forçant des milliers de civils à fuir. Alors bon, colonies et villages, bon, en gros, c'est des localités, hein, c'est des petites villes et des villages, hein, pour être plus simple. La situation est critique, a déclaré le général Kirilo Boudanov, chef des services de renseignement militaire ukrainien, lors d'un appel vidéo depuis un bunker à Kharkov. Chaque heure, cette situation devient plus critique. Son sombre constat faisait écho à celui d'autres officiers ukrainiens ces derniers jours, selon lesquels les perspectives militaires du pays s'amenuisaient. En plus d'être en infériorité numérique, les Ukrainiens sont confrontés à de graves pénuries d'armes, en particulier de munitions d'artillerie et des armes en provenance des États-Unis, une valeur de 61 milliards de dollars, approuvée il y a 3 semaines après des mois d'impasse au Congrès, commence à peine à arriver. Comme la plupart des responsables et experts militaires ukrainiens, le général Boudanov a déclaré qu'il pensait que les attaques russes dans le nord-est visaient à épuiser les réserves déjà maigres des soldats ukrainiens et à les détourner des combats ailleurs. Je suis on ne peut plus d'accord. Alors je ne vais pas lire tout l'article, hein. Là je vais m'arrêter là. C'est exactement ce qui se passe actuellement, a-t-il reconnu. Il a déclaré que l'armée ukrainienne tentait de rediriger les troupes d'autres zones de la ligne de front pour renforcer ses défenses dans le nord-est, mais qu'il avait été difficile de trouver du personnel. C'est ce que je vous ai dit dans ma très longue introduction concernant le redéploiement des troupes en Ukraine, étant donné que là le front change et que y a des nouvelles petites offensives ou moyennes offensives russes qui commencent à apparaître. Je vous ai dit dans le sud, dans la région d'Orerov, mais aussi sur Kupiansk. Toutes nos forces sont soit ici, soit à Tchassivial. Vous voyez, Tchassivial dont je vous avais parlé, a-t-il déclaré. Donc ça, c'est le point central, hein. Vous voyez, vous comprenez maintenant, hein. Même lui le dit, hein. Faisant référence à un bastion ukrainien situé à environ 200 km plus au sud que les troupes russes ont attaqué ces dernières semaines. J'ai utilisé
tout ce que nous avions. Malheureusement, nous n'avons personne d'autre dans la réserve. Vous voyez? Ça, c'est très important à retenir. J'ai utilisé tout ce que nous avions pour Tchassiviar. Malheureusement, nous n'avons personne d'autre dans la réserve. Le général Boudanov estime que les forces ukrainiennes seront en mesure de consolider leur ligne et de stabiliser le front dans les prochains jours, mais il s'attend à ce que la Russie lance une nouvelle attaque plus au nord de Kharkov, dans la région de Soumy. Nous verrons bien. Vous voyez, donc là, c'est très très grave. Alors évidemment, il finit sur une petite note positive, hein, parce que ça reste du Boudanov. Hein. Donc il estime, alors on ne sait pas basé sur quoi, il vient de dire dans la phrase précédente qu'il n'y avait personne, mais il estime que les forces ukrainiennes seront en mesure de consolider leur ligne et de stabiliser le front. Comment, avec quoi, on ne sait pas, mais c'est son estimation. Voilà, bon, bref, passons. Toujours le New York Times qui nous dit « La Maison-Blanche craint que la dynamique de la Russie ne change la trajectoire de la guerre en Ukraine. De nombreux facteurs contribuent à l'avancée militaire de la Russie, notamment le retard dans l'armement américain et les innovations technologiques de Moscou sur le champ de bataille. » Alors vous voyez, ça c'est nouveau ça. Les innovations technologiques de Moscou sur le champ de bataille. Tiens, tiens. Pendant 1 an et demi, on nous a dit que les Russes étaient des arriérés, des barbares qui sortent des chars des années 50-60, et que ce sont des incapables en innovation. Et là, on a des innovations. Tiens, tiens, tiens. Alors, on va pas tout lire, c'est pareil. Hein. Il y a à peine 18 mois, les responsables de la Maison-Blanche et du Pentagone débattaient pour savoir si les forces russes en Ukraine pourraient s'effondrer et être complètement chassées du pays. Aujourd'hui, après des mois de lentes avancées russes sur le terrain et des progrès technologiques dans la lutte contre les armes fournies par les États-Unis, l'administration Biden craint de plus en plus que le président Vladimir Poutine rassemble suffisamment d'élan pour changer la trajectoire de la guerre et peut-être inverser sa politique autrefois de sombres perspectives, qui donnaient de sombres perspectives. Ça, c'est une invention des médias, bien évidemment. Ces derniers jours, les troupes de Moscou ont ouvert une nouvelle offensive près de Kharkov, la deuxième plus grande ville du pays, obligeant l'Ukraine à détourner ses troupes déjà réduites pour défendre une zone qu'elle avait reprise aux forces russes lors d'une victoire éclatante en 2017-2022. Il n'y a eu aucune victoire éclatante. Il y a eu une retraite russe majeure, oui, ça c'est vrai, puisque les Russes avaient envahi tout l'est de l'Ukraine jusqu'aux portes de Kiev pour faire un coup de bluff, pas pour envahir l'Ukraine, mais pour persuader Zelensky de négocier. Coup de bluff qui avait marché, puisque je vous rappelle qu'à cette époque-là, quand les Russes ont envahi l'Ukraine, ont commencé l'opération militaire spéciale, il y avait qu'environ 130 000 hommes russes. C'est pas avec 130 000 hommes russes qu'on envahit un pays, même la moitié d'un pays comme l'Ukraine. Bien évidemment, c'était juste pour faire une pression sur le gouvernement de Kiev, et cela avait fonctionné. Hein, le lendemain de l'invasion russe, au 25, Zelensky demandait les négociations avec Poutine. Je le rappelle, hein, comme ça. Hein. L'artillerie et les drones fournis par les États-Unis et l'OTAN ont été neutralisés grâce aux techniques de guerre électroniques russes, arrivées tardivement sur le champ de bataille, mais qui se sont révélées étonnamment efficaces. Et un débat de plusieurs mois à Washington sur l'opportunité d'envoyer à l'Ukraine un paquet d'armes et de munitions d'une valeur de 61 milliards de dollars a créé une ouverture que la Russie a clairement exploitée, même si le Congrès a finalement adopté la législation. Je ne vais pas aller plus loin dans l'article, mais bon, en gros, tout l'article montre les avancées russes technologiques majeures qui révolutionnent la guerre en Ukraine. On en est là, et on emploie ce terme-là dans le New York Times. Alors le New York Times parle de deux révolutions technologiques russes, c'est-à-dire les missiles hypersoniques et le brouillage électronique de guerre. Mais il n'y a pas que cela, les Russes travaillent sur d'autres choses, comme les drones. Les Russes font des avancées sur les drones, mais majeures,
majeurs. Voyez les Lancet 3, voyez les Shahed 136, les nouveaux, hein, je parle, les Shahed 136 qui sont noirs, la toute dernière version qui est beaucoup plus précise et qui peut emporter une charge un petit peu plus lourde. Donc voilà, donc ces deux drones, ne serait-ce que ceux-là, donc ont révolutionné le champ de bataille en Ukraine, hein. Rappelons-nous les chars Abrams, les Léopard 2, les Challenger 2, détruits par des Lancet 3, hein. Rappelons-nous ça, hein, ça a quand même donné un gros avantage aux Russes. Sans compter que les Russes travaillent sur le nouveau drone lourd, le S-70, qui accompagnera les Sukhoi 57. Et ce sont des sortes de mini B2, donc des ailes volantes extrêmement furtives, pilotées principalement par intelligence artificielle et capables d'emmener 20 tonnes d'armement, donc bombes ou missiles. Voilà, donc c'était un article vraiment intéressant à montrer celui-là. Voici encore un article du New York Times qui nous dit Poutine vend la victoire et de nombreux Russes l'achètent. Le message de Vladimir Poutine à son pays semble s'imposer. La Russie se bat contre l'ensemble du monde occidental et gagne. Alors là, vous voyez, c'est l'exposition à Moscou. C'est le matériel qui a été pris sur le champ de bataille par les Russes. Le mot victoire est partout à Moscou ces jours-ci. Il est projeté depuis de gigantesques écrans LED le long des principales intersections et autoroutes et écrit sur des drapeaux rouges flottants au vent. Il occupe une place importante lors d'une exposition d'armes occidentales détruites sur les champs de bataille ukrainiens et ramenées à Moscou sous forme de trophées de guerre exposés dans ou d'autres parcs de la victoire. La victoire est précisément le message que le président Vladimir Poutine, à 71 ans, a cherché à transmettre alors qu'il a été célébré avec faste et apparat après un nouveau succès électoral, tandis que son armée balaye les villages ukrainiens dans une nouvelle offensive stupéfiante dans le nord-est. Ensemble, nous serons victorieux. Monsieur Poutine a déclaré lors de son investiture la semaine dernière, après avoir obtenu un 5e mandat de président. 2 jours plus tard, le pays célébrait le jour de la victoire, le jour férié le plus important de la Russie, qui commémore la contribution soviétique à la défaite de l'Allemagne nazie pendant la Seconde Guerre mondiale. Bon, on va pas tout lire, hein. Au cours de la première année de l'invasion, de nombreux Russes furent choqués et honteux par la guerre. Des centaines de milliers de personnes ont quitté le pays. Au cours de la deuxième année, ils s'inquiétaient d'une potentielle deuxième vague de mobilisation. De gens qui partent, hein, dans le sens. Mais alors que la guerre en est maintenant à sa 3e année, de nombreux Russes semblent avoir appris à l'accepter, comme le montrent les entretiens de la semaine dernière et les récents sondages. Et la victoire est facile à vendre dans la Russie de M. Poutine. Les sanctions occidentales ont causé peu de difficultés économiques. Les nouvelles militaires en provenance d'Ukraine sont de plus en plus positives. Certes, les soldats reviennent toujours dans des cercueils, mais surtout dans des familles de l'arrière-pays, et non parmi l'élite moscovite. Et pour beaucoup, ces décès ne font que renforcer l'idée, poussée par les médias d'État et rappelée sans relâche par M. Poutine, que la Russie est confrontée à une menace existentielle de la part de l'Occident. Là, je reviens très vite ici, là, des centaines de milliers de personnes ont quitté le pays. Ça, c'est vrai. Et ils ont la décence de ne pas dire le nombre exact, parce que personne ne connaît le nombre exact. Par contre, ce qu'on lit après dans l'article, qui est beaucoup trop long, parce que là, ils font un point complet, c'est que la plupart de ces centaines de milliers qui ont quitté le pays sont revenus au pays à cause de la russophobie qu'ils ont découverte dans les pays étrangers et la difficulté de vivre puisqu'ils sont vus d'un mauvais œil, personne ne les aide et ils ont du mal à trouver un emploi. Et oui, c'est ça la russophobie, hein. Ils pensaient que l'herbe était plus verte ailleurs, que nenni. Donc là, ils retournent au pays et au final, en général, pour ceux qui sont les plus diplômés,
quand ils reviennent au pays, eh bien en général, ils ont un salaire qui est beaucoup plus élevé. Parce que, alors pourquoi? Bah parce que évidemment, la Russie a un manque de main-d'œuvre terrible à tous les niveaux. Je vous rappelle que le taux de chômage est officiellement d'environ 2,6% en Russie. Donc en gros, c'est le plein emploi, le vrai plein emploi. Et à cause de la guerre, eh ben, il y a besoin de main-d'œuvre. Donc les informaticiens sont très bien payés, les techniciens dans le militaire sont très très bien payés, etc. etc. Donc bref, bon, là n'est pas le sujet de cet article. C'est pour vous dire que là, le pays est en effervescence et est dans la joie pour la majorité des Russes. Parce qu'ils voient bien que la victoire est proche. Ils le voient bien. Donc eux aussi regardent les informations et ils voient que la Russie est en train de gagner la guerre. Et encore plus important pour eux, que cette victoire est inéluctable. C'est ça le plus important pour eux. Alors évidemment, cela donne une grande motivation non seulement pour les Russes en Russie, c'est-à-dire ils sont encore plus à fond pour Vladimir Poutine, mais cela donne une grande motivation pour les soldats qui se battent et dont certains ont de grosses difficultés. Parce que évidemment, sur le front, tout n'est pas rose côté russe. Il y a des commandements qui sont mauvais, il y a des Russes qui n'ont pas eu de rotation depuis près de 9 mois. J'ai vu des rapports comme ça, hein. Des Russes qui n'ont pas eu de rotation depuis près de 9 mois. Donc il y en a qui râlent, tout ne se passe pas parfaitement bien, il y a des ratés, bien évidemment. Mais bon, globalement, cela se passe quand même très 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 bien. Beaucoup mieux, en fait, qu'il ne l'avait espéré au début. Bref, passons à autre chose. Alors là, nous allons voir un extrait de la chaîne WION, qui est la plus grande chaîne internet d'information indienne. Et là, vous voyez l'émission Gravitas. Voir est croire. Attention, est, pas et. Voir est croire. Donc on va regarder ça, ça concerne l'Ukraine bien évidemment, et là que nous dit l'émission Gravitas? La défense ukrainienne s'écroule, voici la preuve. Regardons cela très vite. Ukraine's defense is crumbling. Russian attacks are more lethal than ever. For the last 2 years, Ukraine has been able to hold the fort, but now it seems like its defense is caving in. And why are we saying that? Because Ukraine is shooting down a far smaller proportion of Russian missile attacks than it was earlier in the war. Have a look at these numbers. In the past 6 months, Ukraine managed to intercept around 46% of Russian missiles. Last month, this figure further fell to 30%. A year ago, the interception rate stood at 73%. As you can see, there has been a steep fall in Ukraine's ability to block Russian missiles. This is according to Western media's analysis of Ukraine's own data. Russia, meanwhile, has significantly ramped up its assault. Over the past 6 months, Moscow fired around 45% more drones and missiles than in the 6 months before. It also doubled the number of Shahed drones attacks, over 2,600 to be specific. It also fired 114 ballistic and 46 hypersonic Kinzhal and Zircon missiles. Last year, the figures were 33 and 27. On top of that, Moscow has also repurposed air defense systems to attack Ukraine and used them to fire 175 missiles into Ukraine this year alone. We are talking about S-300 and S-400 air defense systems here. And how much of it was Ukraine able to intercept? It's pitiful to say the least. It could shoot down just 10% of the ballistic missiles. And as for S-300 and S-400 missiles, it has failed to intercept any of them. Not even a single one. And why is that? Why is Ukraine's defense failing so massively? You see, the Western-supplied Patriot systems are Ukraine's only reliable way to shoot down ballistic S-300 and hypersonic missiles, but Kiev has only a handful of them.
and to top it off, it has exhausted the ammunition used in these systems. Russia, meanwhile, is increasingly firing harder to hit weapons. And with that, it's not only destroying Ukrainian infrastructure and cities, but also sapping Kiev's already sparse supply of missiles. Alors voilà l'état du front donné par un grand média indien. Alors maintenant, on passe à un article du Washington Post. Le nouveau ministre russe de la Défense montre que l'économie est fermement sur le pied de guerre. Le choix par le président Vladimir Poutine d'un économiste pour ce poste suggère qu'il considère la gestion des budgets et la lutte contre la corruption comme des éléments clés de la victoire militaire de l'Ukraine. Voici Andrei Belousov. La sélection surprise par Vladimir Poutine d'Andrei Belousov, un économiste au poste de ministre de la Défense, est le signe le plus clair à ce jour que la Russie a mis son économie sur le pied de guerre et que le sort des forces russes en Ukraine dépend fortement de la victoire dans la course à la fabrication d'armes avec l'Occident. La nomination de Belousov est en partie une reconnaissance du rôle central de la guerre dans l'économie et du rôle central de l'économie dans la guerre, a déclaré Sam Green, professeur de politique russe au King's College de Londres. Mais c'est aussi plus que cela, a déclaré Green. Il s'agit d'une tentative de remodeler ce qui est devenu l'une des principales lignes de division au sein de l'élite au pouvoir de Poutine. Il faisait référence aux rivalités au sein du gouvernement russe entre les ministres orientés vers l'économie et les responsables axés sur la sécurité et la défense, qui se battent souvent pour l'influence et les ressources budgétaires. Alors un dernier mot sur Andrei Belousov. Donc comme je vous l'avais dit en introduction, c'est quelqu'un qui ne veut rien réduire au niveau du train du ministère de la Défense, c'est-à-dire en missiles, en hommes, en équipements, etc., etc. Il ne va rien réduire, mais il va plutôt augmenter et il veut transformer le ministère de la Défense en une machine ultra efficace, où chaque rouble va là où il doit être. Donc c'est ce qu'il a promis. J'ai vu son discours d'investiture. Il est très très motivé. Donc outre l'efficacité économique du ministère de la Défense, il veut introduire structurellement l'innovation technologique, la haute technologie, l'intelligence artificielle, donc dans tout ce qui est armement. Donc ça c'était un point très important pour lui. Et il est très ambitieux pour la Russie puisqu'il a bien précisé qu'il voudra faire en sorte que la Russie garde toujours un temps d'avance technologique, militaire bien entendu, sur les États-Unis. Nous verrons si il y arrivera. En tous les cas, il fait partie des loyalistes extrêmement compétents de la sphère de Vladimir Poutine. Tout le monde prédit qu'il va arriver dans sa tâche en Russie, car encore une fois, je le répète, il est vu comme très brillant et il n'a jamais échoué dans toutes les tâches qui lui ont été confiées depuis qu'il a été à l'université. C'est dire. Bref, nous verrons bien. Alors voici un article de CNN qu'on ne va même pas prendre la peine de lire parce que c'est ridicule. Ça ne dit strictement rien. Ça nous dit le secrétaire d'État américain Blinken se déchaîne à Kiev. Le secrétaire d'État américain Tony Blinken a pris une guitare et interprété Rocking in the Free World de Neil Young sur une scène à Kiev lors d'un voyage surprise en Ukraine. Alors Rocking in the Free World, alors le monde libre, voilà, la chanson n'a pas été prise par hasard. Alors c'est un article qui ne sert strictement à rien puisque ça nous dit le truc officiel. Blinken est venu à Kiev pour dire à Zelensky qu'il apporte tout son soutien. Point. Voilà. Alors, bon, moi je vais vous ajouter une chose beaucoup plus intéressante qu'a dit Anthony Blinken et dont on parle dans les journaux. C'est qu'Anthony Blinken a laissé entendre que il n'arrêterait pas Kiev si Kiev utilisait des missiles américains longue portée sur la Russie. Alors, c'est dit de manière très ambiguë de la part d'Anthony Blinken, mais c'est comme ça que beaucoup l'ont compris. Alors, juste après, il dit, oui, bon, nous, on n'encourage pas Kiev à frapper la Russie.
Il précise ça quand même, mais il dit que c'est à Kiev de décider par elle-même ce qu'elle veut faire pour mener la guerre. Donc c'est très ambigu comme message, mais on peut comprendre que, en gros, vous pouvez utiliser nos missiles longue portée en Russie. Voilà, vous pouvez. On n'approuve pas, mais bon, allez, on va tolérer. C'est comme ça que les correspondants occidentaux l'ont compris, hein. Voilà, ça, c'est ça qui est vraiment intéressant. C'est la seule chose intéressante qu'a dit Anthony Blinken. Tout le reste, c'est du blabla, hein, c'est soutien à l'Ukraine, etc. Bref. Donc, ça, c'est un gros morceau parce que, alors, si c'est vrai, je dis bien si c'est vrai, hein, moi, personnellement, je n'y crois pas, puisque les États-Unis ont répété au monde entier à moult et moult reprises que jamais, au grand jamais, ils ne permettraient cela. Là, pour moi, hein, c'est un ballon d'essai envoyé par les États-Unis pour voir comment les Russes réagissent. Si les Russes sont placides et ne font strictement rien, ben, en gros, ça va être un feu vert à demi-mot à Kiev pour dire, bon, allez, les Russes, ils disent rien à chaque fois, allez, on tente le missile en Russie, missile américain, hein. Et très précisément, pour ceux qui n'auront pas compris, on parle des missiles attaque MS, hein. On parle surtout de cela. Parce que là, on parle d'Anthony Blinken, hein, qui parle pour sa paroisse, c'est-à-dire les États-Unis, hein. Donc là, on parle des attaques MS. Soyons précis, hein. Voilà. Pour la France, ce serait les Scalps. Pour l'Angleterre, ce serait les Storm Shadows. Voilà. Mais voilà, il faut être précis ici. Alors évidemment, le problème, c'est que c'est un coup de poker. Alors si jamais Kiev prend des attaques MS, les envoie sur Belgorod, eh bien la Russie serait tout à fait en droit de déclarer la guerre aux États-Unis. Voilà, parce que c'est comme ça que ça marche dans les lois de la guerre à l'international. C'est comme ça que ça marche. C'est pour ça que les Américains ont catégoriquement refusé et l'ont interdit à Kiev. Voilà, je dis ça comme ça, hein. Alors là maintenant on va parler du coup réussi par les Ukrainiens sur la base de Belbek en Crimée, base de Belbek qui est proche de la ville de Sévastopol. Alors là on peut voir des images satellites de cette base qui a été donc attaquée par des attaques MS, donc apparemment 16 attaques MS. Là on a une source russe qui nous donne les détails. Alors, de mauvaises nouvelles de Sévastopol, nous avons perdu des avions, des systèmes de défense antiaérien et du personnel militaire. Donc, suite au bombardement de Sévastopol par des missiles attaque MS, nous avons malheureusement subi des pertes sérieuses. L'ennemi a frappé les avions à l'aérodrome de Belbek. Un MiG-31 a été perdu et complètement détruit. 3 Sukhoi 27 ont été endommagés. Alors ils ont été endommagés par des sous-munitions des missiles attaque MS. Maintenant, nous essayons de voir s'il est possible de les réparer. Nous l'espérons, dit une source du ministère de la Défense. Donc aussi, on a perdu 2 lanceurs de défense antiaérien, donc un lanceur S-300, un lanceur S-400 et un radar. Alors, donc on suppose S-400, d'après d'autres rapports que j'ai lus. Malheureusement, 11 soldats ont été tués sur cette base militaire aérienne à Belbek. Alors, je voulais quand même ajouter une chose, je ne sais pas si on vous le dira prochainement dans les médias, mais je ne pense pas parce que c'est des informations précises et pourtant extrêmement intéressantes, parce que moi j'ai appris quelque chose d'énorme. Cette base de Belbek était tenue par des soldats ukrainiens. Et oui, alors là j'ai été vraiment
extrêmement surpris. En fait, les Russes avaient donné un ultimatum pour que ces soldats qui s'étaient retranchés dans cette base à Belbek, alors ils contrôlaient pas la base, mais une partie de la base était contrôlée par eux, ils étaient retranchés, et une autre grosse partie de cette base était contrôlée par les Russes. Et les Russes, voulant garder la base intacte, a donné un ultimatum aux forces armées ukrainiennes qui étaient retranchées là depuis 2 ans, plus de 2 ans même. Et comme toutes les tentatives de négociation, des ultimatums n'ont rien donné, eh bien, il y a eu un dernier ultimatum qui a été donné par les Russes et il a expiré. Et il a expiré il y a 2 jours. Et comme par hasard, au moment où l'ultimatum expire, on a ces attaques MS qui frappent cet aérodrome comme par hasard. Donc, bon, alors après l'attaque des missiles, moi j'ai vu les images tournées par les Russes. Donc les Russes sont entrés avec des véhicules blindés, avec des militaires, et ont fini par s'occuper de ces militaires ukrainiens retranchés, hein, qui étaient encore une fois dans une petite partie de la base. Ces militaires contrôlaient un quart de la base d'après ce que j'ai compris. Donc, quand les militaires russes sont entrés dans la base de Belbek, eh bien, pour appréhender les soldats ukrainiens, eh ben, il y a toute une foule russe qui a suivi l'armée russe et qui était derrière son armée, quoi. Donc c'est assez drôle à voir, quoi, drôle entre guillemets. Alors évidemment, c'était une foule russe très motivée, hein, très patriote, hein. Bref, ça s'est fait manu militari, mais sans coup de feu. Donc, bon, ils se sont pas vraiment rendus, la plupart ont résisté, mais ils ont résisté comme des manifestants avec des policiers dans la rue, hein. Donc les policiers traînent les manifestants un petit peu. Bah là, c'était pareil, hein. Donc les militaires russes les ont traînés un petit peu. Voilà, un peu de force, mais il n'y a pas eu de coup de feu, il n'y a pas eu de blessés, il n'y a pas eu de mort. Donc en gros, maintenant, la Russie, quoi, la Crimée a repris à 100% cette base aérienne russe. Alors j'ai été vraiment étonné de voir cela et j'ai vu ça grâce à Reuters. C'est le journal Reuters qui m'a appris ça. Après, je me suis renseigné moi avec mes contacts russes et là c'est là que j'ai pu avoir des images, etc. Donc c'est voilà, bah, alors j'avoue j'ai été terriblement étonné, je pensais même pas que c'était possible. Bah ouais, bah il y avait encore des militaires ukrainiens qui contrôlaient une partie de la base russe. Étonnant, non? Bref, un dernier mot, les Ukrainiens ont bien joué parce que là, c'est rare quand ils font de véritables dégâts. Là, je résume, il y a eu quand même un MiG-31 de détruit, 3 Sukhoi 27 de bien endommagés, peut-être réparables ou non, un lanceur S-300, un lanceur S-400, un radar. Donc ça coûte très très cher évidemment. Mais bon, je note que les S-300 et S-400 ont fait très bien leur travail en arrêtant quasiment tous les attaques MS. Et d'après ce que j'ai pu comprendre, en fait, ils n'ont pas pu arrêter les deux autres tout simplement parce qu'ils avaient plus de missiles à lancer. Comme ils avaient tout arrêté, ils en ont arrêté 14, hein. 14 attaques MS, les S300 et le S300 et les S400. Donc moi, d'après ce que j'avais compris, ils n'ont pas pu arrêter les deux autres parce qu'ils avaient plus de missiles. Plus de missiles antimissiles, hein, j'entends. Voilà. Et 11 soldats morts. Voilà. Alors là, c'est ajouté là, par Simplicus de Thinker aussi un dépôt de carburant. Voilà, un dépôt de carburant. Bon, ben voilà, donc non, c'est un bon coup de la part des Ukrainiens, mais ça leur a coûté très cher. 16 attaques MS. Les États-Unis sont furieux, car ils ne voulaient pas qu'il attaque la Crimée avec, mais des cibles importantes sur le front, c'est-à-dire qui pourraient les aider sur le front, et non pas des cibles annexes qui, de toute manière,
ne changeront absolument rien. Voilà ce qu'on pouvait dire sur ce coup des Ukrainiens. Donc là, un article de Business Insider qui nous dit « Les États-Unis et le Japon, alliés du Pacifique, s'associent pour vaincre de nouveaux missiles hypersoniques qui sont actuellement fondamentalement imparables. » Du 15 mai. Tiens, 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 des missiles hypersoniques fondamentalement imparables. Les États-Unis et le Japon ont convenu de développer conjointement un système de défense antimissile hypersonique. Les armes hypersoniques sortent du cadre de menace des défenses antimissiles actuelles. Ça veut dire que les systèmes de défense antimissiles actuels ne peuvent pas arrêter les armes hypersoniques. Cette décision constitue une étape majeure pour les Alliés vers la défense contre les nouvelles menaces de missiles provenant de la Chine et d'autres pays. Alors, tiens. Alors, vous vous souvenez, je vous l'ai souvent rappelé, ce fait-là. Vous vous souvenez à Kiev, quand il y a eu la première fois les missiles Kinjal qui ont frappé Kiev, les Ukrainiens avaient dit qu'ils avaient arrêté les 6 missiles Kinjal, 6 sur 6. Et les Américains ont dit, ah oui, c'est tout à fait possible, c'est tout à fait possible. Après, les Américains, ils ont dit, bon, d'accord, il y a un missile Kinjal qui a abîmé notre système Patriot. Mais simplement abîmé, pas détruit. Vous voyez? Et là, qu'est-ce qu'on apprend? On apprend que les États-Unis et le Japon s'allient pour vaincre les nouveaux missiles hypersoniques qui sont actuellement fondamentalement imparables. Voilà, qu'on ne peut pas, avec les défenses actuelles, arrêter. Mais je comprends pas. Ça fait 2 ans que les Ukrainiens nous disent qu'ils arrêtent des missiles hypersoniques. Ça fait 2 ans que les États-Unis disent « Ah bah oui, notre système est capable d'arrêter des missiles hypersoniques. » Et là, on apprend qu'ils s'allient, le Japon et les États-Unis, pour trouver un système antiaérien capable d'arrêter les missiles hypersoniques dont ils sont en réalité incapables d'arrêter. Tiens, ça veut dire que les médias occidentaux, le Pentagone et les Ukrainiens nous auraient menti, qu'ils n'ont arrêté en réalité aucun missile hypersonique. Bref, comme je vous le dis depuis 2 ans, où à chaque fois je ridiculise les dires des Ukrainiens ou des médias en disant que ce n'est pas possible, et je montrais à chaque fois des preuves, parce que, évidemment, et toutes les preuves qui ont été données, entre guillemets, par les Ukrainiens, je les ai ridiculisées. Vous vous souvenez, souvent j'ai repris des images et je voulais montrer. Sans compter Yuri Ignat qui avait fait une erreur journalistique. Alors c'est l'ex-porte-parole du ministère de l'air ukrainien qui avait fait une boulette dans Ukrainska Pravda, un des grands journaux ukrainiens, qui avait dit que non, que l'Ukraine avait, au moment où Kiev avait été bombardé, que non, Kiev avait arrêté aucun missile hypersonique. Voilà. Voilà. Et ça, c'était Yuri Ignat, le porte-parole de l'armée de l'air ukrainien. Voilà. Mais après, il a dit, ah non, si, en fait, on en a arrêté 6. Voilà, le lendemain, il avait changé sa version. Je vous avais montré les articles. Bref, alors, donc on nous aurait menti. Voilà, parce que c'est imparable. Et là, les États-Unis et le Japon vont essayer de faire un système. Eh bien, nous verrons s'ils y arrivent. Bonne chance pour eux. Là, un article du New York Times qui est très intéressant. On lit « À mesure que la Russie avance, l'OTAN envisage d'envoyer des formateurs en Ukraine. Cette décision pourra entraîner plus directement les États-Unis et l'Europe dans la guerre. L'administration Biden continue de dire qu'il n'y aura pas de troupes américaines sur le terrain. » Alors, déjà, cet article donne le ton. Là, on prend vraiment les gens pour des abrutis. Envoyer des formateurs en Ukraine, on sait très bien ce que ça veut dire. Ça veut dire envoyer des troupes en Ukraine, bien évidemment. Alors là, c'est d'une hypocrisie, mais extrême, absolument extrême. Continuons très vite, on ne va pas lire tout l'article. Les alliés de l'OTAN sont sur le point d'envoyer des troupes en Ukraine pour entraîner les forces ukrainiennes.
entraîner, hein. Une décision qui viendrait brouiller une nouvelle fois la ligne rouge précédente et pour entraîner les États-Unis et l'Europe plus directement dans la guerre. La pénurie de main-d'œuvre en Ukraine a atteint un point critique et sa position sur le champ de bataille s'est sérieusement détériorée ces dernières semaines à mesure que la Russie a accéléré sa progression pour profiter des retards dans les expéditions d'armes américaines. En conséquence, les responsables ukrainiens ont demandé à leurs homologues américains et de l'OTAN de les aider à former 150 000 nouvelles recrues plus près de la ligne de front pour un déploiement plus rapide. Les aider à former 150 000 nouvelles recrues. Oui, jusqu'à présent, les États-Unis ont dit non, mais le général Q. Brown Jr., président de l'état-major interarmé, a déclaré jeudi qu'un déploiement d'entraîneurs par l'OTAN semblait inévitable. Nous y parviendrons avec le temps, a-t-il déclaré. Pour l'instant, a-t-il déclaré, un effort en Ukraine mettrait en danger un groupe d'entraîneurs de l'OTAN et impliquerait très probablement de décider s'il convient d'utiliser de précieuses défenses aériennes pour protéger les entraîneurs au lieu d'infrastructures ukrainiennes critiques à proximité du champ de bataille. Le général Brown a informé les journalistes à bord de son avion en route vers une réunion de l'OTAN à Bruxelles. Bon, après, blablabla, blablabla. Vraiment, c'est prendre les gens pour des idiots, quoi. Vraiment. Alors, déjà, pour deux raisons. Première raison, bien entendu que c'est une mascarade d'envoyer des formateurs, entre guillemets, en Ukraine. C'est des troupes déguisées qu'ils vont envoyer en Ukraine, bien entendu, bien entendu. Hein, on n'envoie pas des formateurs en Ukraine en pleine crise de guerre, alors que le front est en train d'être percé un peu partout. Donc non, ce sera des troupes déguisées et nul n'est dupe. C'est d'une hypocrisie absolue. Secondo, je tiens à rappeler à l'OTAN, dans son arrogance, que ça fait plus de 2 ans que les troupes ukrainiennes se battent dans une véritable guerre de haute intensité en Ukraine. Donc le soldat ukrainien vétéran aguerri est bien mieux entraîné que n'importe quel soldat de l'OTAN qui n'a jamais connu la guerre. Donc les soldats ukrainiens aguerris, ceux qui ont survécu, on va dire 2 ans, sont des ressources précieuses pour l'Ukraine, exactement à l'image des soldats russes qui combattent depuis 2 ans, qui ont survécu pour les Russes. Donc ce sont eux en réalité qui devraient être les formateurs pour tout le monde, ceux qui savent réellement comment ça se passe sur le terrain. Bref, voilà ce qu'on pouvait dire sur cet article. Alors là, on va voir un article de Business Insider qui nous dit « L'Ukraine était un pôle d'attraction pour les combattants étrangers. Après 2 années meurtrières, beaucoup sont désillusionnés ou morts. » Alors, l'article est trop long, on ne va pas le regarder en entier. Je vais vous montrer un paragraphe qui est vraiment plus intéressant que les autres parce que, évidemment, je vous en ai déjà parlé à plusieurs reprises de cette légion internationale étrangère ukrainienne. En gros, beaucoup se sont portés volontaires et sur les volontaires, la plupart étaient des Américains. Il y a beaucoup d'Américains qui sont partis en Ukraine et ces Américains-là ont fait beaucoup de reportages principalement sur VK et Telegram, un petit peu sur YouTube où ils ont décrit les réalités de la guerre. C'est-à-dire mais en réalité, c'est-à-dire où le gars avait vraiment pu aller là-bas, a pu s'enfuir, je dis bien s'enfuir, parce qu'ils étaient envoyés comme chair à canon. Ils profitaient de leur naïveté, de leur illusion pour les envoyer comme chair à canon. Je vais vous montrer un paragraphe qui vous montre cela. Encore une fois, je vous en ai déjà parlé à plusieurs reprises, donc je ne vais pas m'étaler. Mais en tous les cas, c'est pour ça qu'ils sont désillusionnés. Et je vais vous montrer
un paragraphe, encore une fois, très intéressant. Alors, la Légion internationale ukrainienne est née en 2022, un foyer pour les étrangers désireux de combattre la Russie. Et oui, parce que pourquoi ça a été efficace quand même, la création de cette Légion, c'est parce qu'il y a une telle propagande occidentale mondiale que ces gens-là pensent à aller combattre pour la démocratie, pour la liberté, pour l'Ukraine qui représente le bien et la Russie qui représente le mal. Et ils pensaient cela. Mais une fois sur place, ils ont connu, on va dire, la vérité qui leur arrive en pleine face. Et quand ils ont connu la vérité, quand ils ont connu ce que c'était l'Ukraine en réalité, hein, et toutes les magouilles derrière, ben là ils ont été beaucoup désillusionnés effectivement. L'Ukraine a déclaré que 20 000 personnes se sont inscrites, même si les experts ont estimé que 4 000 était un chiffre maximum plus réaliste. Alors là, pourquoi là, les experts occidentaux ne croient pas l'Ukraine? C'est l'Ukraine qui enrôle, c'est pas les experts occidentaux dans leur bureau qui savent combien il y a de légionnaires internationaux dans l'armée ukrainienne. Alors pourquoi là ils ne croient pas l'Ukraine? Bah tout simplement parce que 20 000, qui est un chiffre réaliste, parce qu'il y a de cela un an et demi à peu près, moi j'avais lu 22 000. C'était l'estimation de l'Ukraine à cette époque-là. Bon, peut-être un peu surestimé, certes. Mais pourquoi là, les experts, eux, disent 4 000? Comment peuvent-ils savoir les vrais chiffres? On ne le sait pas. Peut-être parce que 20 000, ça fait beaucoup de morts quand même, hein. Bah oui, Zelensky a dit qu'il n'y avait que 31 000 morts côté ukrainien. Donc s'il y avait eu 20 000 morts dans la Légion internationale ukrainienne, ça ferait mal quand même à dire. Je suppose que c'est ça la raison. En 2024, la Légion est épuisée par des années de dure réalité et des taux de perte extrêmes, même pour l'Ukraine. Ça veut dire que presque tout le monde est mort, hein. Je vous traduis, hein. Je vous traduis, hein. Bah oui, ils ont été envoyés comme chair à canon en réalité. Et on va voir cela ensemble. Alors, je vais vous montrer ça, voilà, tuer en action. Les combattants internationaux se sont révélés plus utiles que les soldats ukrainiens pour des opérations à haut risque, a déclaré Pugliese. Alors ce Pugliese, comme dit précédemment, c'est un chercheur à l'université de Barcelone qui a étudié la Légion étrangère internationale. Ensuite, on a, en effet, Larsson, qui dirigeait un peloton de 25 légionnaires en 2022, a déclaré que lui et ses hommes constituaient une unité sacrificielle. Alors, étant donné le nom Larsson qui est extrêmement commun en Danemark, on pourrait supposer que c'est un Danois. Bref, ce Larsson dit que son peloton de 25 légionnaires en 2022 a déclaré que lui et ses hommes constituaient une unité sacrificielle. Vous vous rendez compte un petit peu du terme? C'est-à-dire qu'ils étaient là pour être sacrifiés. Nous étions un ralentisseur, a-t-il déclaré. Si les Russes étaient venus, nous aurions pu les retenir pendant peut-être 1 heure. Vous vous rendez compte un petit peu? Ce témoignage est absolument terrible et confirme donc ce qui est dit dans Business Insider au début, c'est-à-dire les taux de perte extrêmes. Ben ouais, tu m'étonnes. On met des gens, voilà, qui viennent de l'étranger, un petit peu naïfs, dirigés par des Ukrainiens aguerris, ben, qui les mettent en avant. Voilà, un petit peu à la méthode Wagner sur Bakhmut, où ils mettaient les prisonniers en avant, ce qui leur permettait de ralentir l'ennemi. Donc ces prisonniers servaient de chair à canon et permettaient de protéger entre guillemets les soldats de Wagner. Et bien là, les Ukrainiens ont fait strictement la même chose, mais avec la Légion internationale ukrainienne. Les gens viennent de par le monde comme ça, naïvement, bercés par la propagande occidentale, voilà, pensant combattre le mal et défendre l'Ukraine, qui est un pays qui représente le bien.
Et ben voilà, ils se sont fait massacrer et surtout, ils ont été désillusionnés en sachant exactement ce qu'il se passait sur le terrain. Je vais pas y revenir, j'en ai déjà beaucoup parlé, comme je vous l'ai déjà dit dans des précédents points sur l'Ukraine, mais vous m'avez compris. Alors là, un article de Business Insider, toujours, le commandant américain semble suggérer que les forces spéciales britanniques opéraient en Ukraine. Alors, c'est un secret de polichinelle qui est encore une fois dévoilé. Je vous rappelle l'intervention d'Olaf Scholz au Monde qui avait dit, peut-être en colère à cause du sujet des Taurus à ce moment-là, il avait dit qu'il y avait déjà des forces britanniques et des forces françaises qui opéraient en Ukraine. Et ça, c'était Olaf Scholz qui avait balancé l'information. Alors lui, Olaf Scholz, il avait été quand même plus précis. Il avait dit que les forces françaises, c'était pour opérer les canons César principalement, et que les forces britanniques, c'était pour opérer les lanceurs de missiles. Voilà. Mais bon, on sait très bien que il y a des forces britanniques sur place. Je vous rappelle qu'il y a eu une information qui avait fuité lors de la première opération commando des Ukrainiens contre la centrale nucléaire de Zaporojye, hein, une opération commando qui comptait environ 260 soldats. Eh bien, la plupart étaient des agents du MI6 et cette opération avait été créée, initiée de toutes pièces par Boris Johnson. C'est ce qui avait fuité à l'époque et je vous en ai parlé à maintes reprises. Donc on le sait, ça grouille de forces britanniques là-bas, comme de forces américaines, bien entendu. Et puis pas que, forces allemandes, danoises, polonaises, roumaines, on le sait tout ça. On le sait. C'est des secrets de polichinelle, voilà, que les médias sortent de temps en temps. Un commandant américain semblait suggérer que les forces spéciales britanniques opéraient en Ukraine. Le général Brian Fenton a déclaré que les États-Unis tiraient beaucoup de leçons des forces spéciales britanniques en Ukraine. Donc là, le Business Insider semble suggérer que les forces spéciales britanniques opèrent en Ukraine. Et là, juste en dessous, on a le général américain qui déclare que les États-Unis tiraient beaucoup de leçons des forces spéciales britanniques en Ukraine. Donc là, c'est une constatation. Là, c'est au conditionnel. C'est très drôle. Le ministère britannique de la Défense a refusé de commenter cette information. Le fait que c'est dit par le ministère britannique de la Défense, voilà, qui refuse de commenter cette information, prouve déjà l'information. Voilà. Donc, vous voyez, c'est des incohérences journalistiques où on essaye de plus ou moins cacher la chose, mais on dévoile la chose en même temps. Voilà. C'est pour vous montrer cette hypocrisie qui est vraiment grotesque, dont je vous parle depuis presque 2 ans. Alors les informations commencent à remonter maintenant, commencent à être mis à jour pour le public, mais ce sont des secrets de polichinelle, et il y en a plein comme ça. Là, c'est un article de Ukrainska Pravda, donc un des plus grands journaux ukrainiens. Que nous dit-il? Les stocks apparemment inépuisables de la Russie. Combien de missiles à longue portée reste-t-il à la Russie et comment sa tactique de frappe à grande échelle a-t-elle changé? Alors là, pour que Ukrainska Pravda commence à dire les stocks apparemment inépuisables de la Russie, cela montre à quel point il y a une panique à Kiev, hein. Ils sont très inquiets. Alors bon, je vous passe ça. Plus révélatrices encore sont les statistiques globales sur les missiles lancés qui révèlent que, par rapport au premier mois de l'année dernière, la Russie a presque doublé l'intensité de ses frappes avec des missiles à courte et moyenne portée. Au total, 466 missiles ont été utilisés entre le 1er janvier et le 9 mai 2023 et plus de 800 ont été tirés au cours de la même période cette année. Donc 466 plus 800. Hein, si on parle à partir du 1er janvier 2023. Les statistiques sur l'utilisation de munitions errantes Shahed, dont le nombre, alors il s'obstine à utiliser le mot Shahed, en fait c'est Geran 2, Geran 2,
les géranium 2, traduit en français, et non pas des Shahed. Ça, c'est pour montrer toujours que l'Iran fournit des drones à la Russie. C'est faux. Ils sont fabriqués en Russie sous licence iranienne. Donc ce sont bien des Géranium 2, des Geranva. Voilà. Dont le nombre a presque quadruplé par rapport à la même période de l'année dernière. 425 du 1er janvier au 9 mai 2023, 1664 sur la même période en 2024. Donc cela n'inspire pas l'optimisme. Ukrainska Pravda a analysé l'évolution de l'approche russe en matière de frappe aérienne sur l'Ukraine et ce à quoi s'attendre dans un avenir proche. Et bon, là, ils disent qu'ils ne comptent pas en plus les bombes aériennes guidées russes et les missiles S-300 et S-400. Bref, vous avez compris que là, les Ukrainiens sont très anxieux sur les capacités réelles du complexe militaro-industriel russe quant à la fabrication de missiles. Et apparemment, les Russes peuvent fabriquer énormément de missiles par mois. Donc le titre en dit long sur cette angoisse des soldats ukrainiens quant au nombre de missiles réels que les Russes peuvent envoyer régulièrement sur l'Ukraine. Alors là, je vais vous montrer coup sur coup deux articles quant à la corruption en Ukraine, corruption de l'État, dont Zelensky, je le rappelle, était au centre des Pandora Papers, donc qui est lui-même extrêmement corrompu, bien évidemment. Donc là, c'est juste une piqûre de rappel, c'est pour vous rappeler la corruption en Ukraine qui est absolument terrible. Donc là, on a un article de Foreign Policy qui nous dit quelle est l'ampleur de la corruption en Ukraine. L'Ukraine a fait des progrès significatifs dans la lutte contre la corruption, mais son bilan continue de la hanter. Donc on a ça. Deuxième article, on a The Conversation. Guerre en Ukraine, les scandales de corruption et les divisions à haut niveau pourraient devenir une menace existentielle alors que Kiev demande davantage d'aide militaire. Voilà, ça c'était juste pour vous rappeler quand même que l'Ukraine fait partie des pays les plus corrompus du monde. Donc forcément que quand l'Union européenne et les États-Unis donnent une aide à l'Ukraine, bah, ils y réfléchissent à deux fois. Surtout que, je le répète encore, aucune entité d'enquête et de supervision n'a encore été créée pour le matériel américain et aucune entité de l'Union européenne n'a été créée pour la supervision de l'envoi de l'armement en Ukraine. Toujours aucune. Et aucune entité n'a été faite côté américain ni côté de l'Union européenne quant à la supervision des subsides envoyés par les Américains et l'Union européenne. Donc aucune surveillance de ce qu'on envoie au niveau financier et armement pour l'État ukrainien n'est fait. Il n'y a aucune surveillance, toujours aucune. Voilà, alors que je vous en ai parlé il y a déjà 1 an et demi que c'était un problème extrêmement grave. Eh bien, il n'y a toujours rien qui a été fait. C'est pour vous dire quand même qu'il doit y avoir des collusions des deux côtés de la barrière quant à un petit détournement, dirons-nous, que ça soit de l'armement ou des finances. Voilà, parce qu'il faut quand même se poser la question pourquoi ça n'a toujours pas été fait. Un article de Business Insider du 14 mai, la technologie de brouillage américaine est bien pire que celle de la Russie, préviennent d'anciens responsables du Pentagone. D'anciens responsables américains ont déclaré que les États-Unis prenaient du retard dans leur capacité de guerre électronique. La Russie a développé des armes de guerre électronique sophistiquées. Ils l'utilisent pour neutraliser les armes américaines fournies à l'Ukraine. Les États-Unis ont été surclassés par leurs rivaux, comme la Russie, dans leur capacité à éliminer à distance les armes ennemies grâce à la technologie de brouillage, selon d'anciens responsables militaires américains. Mike Nagata, un lieutenant général à la retraite de l'armée américaine qui a dirigé des opérations spéciales au Moyen-Orient, a déclaré que les États-Unis étaient toujours à la traîne en termes de capacité de guerre électronique, a rapporté Defense One. Defense One,
C'est un site militaire américain officiel. Les unités de guerre électronique qui utilisent des signaux électroniques pour brouiller à distance les coordonnées GPS utilisées pour guider les armes ont joué un rôle clé dans la guerre russe en Ukraine. L'écart entre la situation où les États-Unis devraient être et celle où nous sommes, à mon avis, continue de se creuser. Non pas partout, mais dans beaucoup trop d'endroits, a déclaré Nagata lors de sa conférence COF Week à Tampa en Floride. Il a appelé les États-Unis à faire preuve de plus de créativité pour retrouver leur domination dans la guerre électronique. Voilà, donc là, c'était intéressant à rappeler concernant l'armement militaire. Alors là, très vite, un article du Washington Post du 17 mai qui nous dit « La Russie s'empare de plus de terres que l'Ukraine n'en a libéré lors de sa contre-offensive de 2023. Même si les progrès de la Russie au cours des dernières semaines ont été relativement modestes, les analystes affirment qu'ils mettent à rude épreuve l'armée ukrainienne sur une vaste zone géographique. » Donc c'était très vite à rappeler que là les Russes commencent à avancer petit à petit, mais de manière très régulière. À force les jours passant, ça commence à faire beaucoup de kilomètres carrés libérés, malgré ce que nous disent les médias occidentaux. Là, un article de Ukrainska Pravda du 17 mai qui nous dit « Les Russes affirment avoir repoussé l'attaque de 108 drones ukrainiens. Le ministère russe de la Défense a affirmé que 108 drones et navires de surface, bon c'est des drones navals, donc des drones aériens et des drones navals, 108 ont été arrêtés alors qu'ils attaquaient la Crimée dans la nuit du 7 au 17 mai. Donc d'après les Russes, tous auraient été abattus ou détruits. Le ministère russe de la Défense a affirmé que tous les drones et drones navals ukrainiens avaient été interceptés et détruits avec succès. Au total, 51 drones ont été détruits ou interceptés sur le territoire de la Crimée, ainsi que 44 drones dans le kraï de Krasnodar, 6 drones dans l'oblast de Belgorod, 1 drone dans l'oblast de Kursk. Avions navals, alors drones navals et patrouilleurs, alors c'est les fameux drones navals dans la mer Noire, ont été détruits, donc 6 pendant la nuit. Donc 6 drones navals. Mais bon, en tous les cas, est-ce vrai, est-ce faux? Est-ce qu'ils ont vraiment arrêté les 108 drones? On ne le sait pas. Ça a été repris par Ukrainska Pravda. Maintenant, bon, c'était quand même à signaler. Ça veut dire que les Ukrainiens ont fait une attaque en gros majeure de drones contre la Crimée, mais pas que, aussi vers l'oblast de Kursk, de Belgorod, aussi de Krasnodar. Donc vraiment, ils ont fait une attaque massive entre le 16 et 17 mai. Et les Russes disent avoir tout arrêté. Alors maintenant, on ne peut jamais savoir si c'est vrai ou c'est faux, mais c'est ce qui a été rapporté. Alors là, très rapidement, un article de The Economist qui reprend la fameuse phrase du général Sierski et que je vous ai dite déjà à maintes reprises. Quiconque sous-estime la Russie se dirige vers la défaite. Entretien avec le colonel général Oleksandr Sierski, le deuxième soldat le plus haut gradé d'Ukraine. Voilà, c'est lui, Sierski. Je vous rappelle qu'il est russe et que ses parents, toujours en vie, vivent en Russie. Alors, il y en a qui disent qu'en fait, cela se passe de manière catastrophique en Ukraine, exprès parce qu'il serait une taupe en réalité de la Russie, jouant double jeu, et c'est pour ça que il va de catastrophe en catastrophe, et c'est aussi pour ça que à Bakhmout, dont il était responsable, les Ukrainiens l'appelaient le boucher, parce qu'il n'avait aucune estime de la vie de ses soldats. Donc la rumeur dit, certaines rumeurs parmi d'autres, disent qu'en réalité il travaillerait pour les Russes. Mais bon, je dis ça comme ça, ce n'est qu'une rumeur. Mais en tous les cas, sa phrase est la sagesse. Je vous l'avais déjà répété. Donc effectivement, là c'est encore plus vrai maintenant. C'est pour ça que The Economist l'a reprise.
Alors voici le dernier article, et ce sera The Economist. Que sont les chars tortues russes aperçus en Ukraine? Emballer les véhicules dans de la tôle ondulée pourrait protéger des attaques de drones. Là, vous voyez typiquement un tank russe entouré de cette cage et qu'on appelle char tortue. Voilà. Alors évidemment, comme d'habitude, ça a fait beaucoup rire nos médias occidentaux, en particulier nos colonels et généraux de plateau qui se sont moqués, exactement comme au début avec les premières cages métalliques soudées par les Russes. Tous les médias occidentaux se moquaient en leur disant: ah, regardez, les Russes ont tellement peu de moyens. Alors, beaucoup se battent avec des pelles parce qu'ils ont pas assez de Kalachnikov. Voilà, bon, ça faisait partie de la propagande primaire occidentale. Là, on s'est moqué des cages russes. Bon, je vais vous lire l'article. Donc, en fin 2021, la Russie a commencé à souder des cages métalliques sur les tourelles de ses chars dans le but de les protéger des attaques de drones. Et oui, on s'en était beaucoup moqué, hein. Sauf que peu après, Israël a imité les Russes et a soudé des cages métalliques sur leurs tanks. Et maintenant, les Sud-Coréens implémentent ça de manière structurelle sur beaucoup de leurs tanks. Je parle des Sud-Coréens. Donc les Israéliens ont fait pareil et les Sud-Coréens ont emboîté le pas. Donc maintenant, dans les médias occidentaux, nos experts, nos généraux et colonels de plateau rigolent beaucoup moins maintenant. Et donc là, parce que ça reste The Economist, je vais vous montrer la moquerie, le mépris que disaient nos analystes de plateau. Regardez, les caches se sont révélées inefficaces. Certains analystes occidentaux les ont surnommées en plaisantant une armurerie de soutien émotionnel. Aujourd'hui, la Russie a introduit une modernisation encore plus intensive en utilisant des tôles pour entourer certains de ses réservoirs. Le nouveau blindage a valu au véhicule le surnom de char tortue. Les équiper de cette manière sera-t-il vraiment utile? Bon, là, après, ils disent qu'elle s'est révélée efficace dans le passé. Voilà. Que on utilisait cette technique dans le passé. Voilà. Bon, bref, euh, oui, bien sûr que c'est efficace. Maintenant, sur les tout derniers T90M, c'est d'usine maintenant. J'ai vu les photos, j'ai vu les vidéos sur les derniers T90M et même certains T80. C'est maintenant d'usine, c'est-à-dire il y a une cage métallique d'usine, bon, qui est beaucoup plus petite que celle que l'on voit qui a été bricolée au début. Maintenant, ça fait beaucoup plus propre, mais en tous les cas, bien sûr que c'est efficace. Je le répète encore une fois, c'est pour ça que les Israéliens maintenant l'utilisent sur certains de leurs chars, et pareil pour les Sud-Coréens. Alors en conclusion, on a une guerre d'attrition qui est pour l'instant à succès pour les Russes, mais on a quand même toujours des interrogations. Est-ce qu'ils vont continuer à partir du nord à descendre vers le sud, donc là vers Kharkov? En aucun cas pour prendre la ville de Kharkov, bien évidemment, ça c'est complètement ridicule. L'assiéger éventuellement, mais ils vont peut-être plutôt la contourner tout simplement et couper tout ce qui est approvisionnement. Cela n'est que ma supposition, mais ce serait logique militairement. En tout cas, une chose dont je suis sûr, c'est qu'ils ne prendront jamais la ville de force. Ils n'iront pas à l'intérieur de Kharkov. Ça, j'en suis persuadé. Bref, donc toujours des mystères. Vont-ils continuer à fondre du nord lentement vers le sud? Est-ce qu'il y aura une grande offensive venant du nord de cette frontière russo-ukrainienne? On ne le sait pas. Vont-ils faire une grande offensive venant de Kupiansk? C'était cela dont on parle depuis 7-8 mois, dont je vous parle depuis 7-8 mois. N'oublions pas que le ministre ukrainien de la Défense, les deux ministres ukrainiens de la Défense ont dit que, bah oui, puisqu'il y en a un qui est parti, que c'était là que le gros de l'armée russe attendait depuis des mois. C'était leur inquiétude. Donc est-ce que ça viendra finalement de par là? Est-ce que ça viendra de Tchassivial?
Est-ce que ça viendra de la région d'Orirov? Les Russes sont les spécialistes pour garder le mystère, mais c'est extrêmement malin de ne rien dire, contrairement aux Ukrainiens qui disent absolument tous leurs mouvements, tous leurs grands mouvements, ils les dévoilent aux journaux occidentaux. Donc là, le fait que les Russes maintiennent le mystère leur donne un avantage stratégique majeur. Donc on ne sait pas ce qu'ils vont faire. Et là, en attendant, les Ukrainiens sont obligés d'envoyer des troupes partout. Là, dernièrement, ils pouvaient se concentrer sur Tchassivial, puisque sur Kupiansk, il se passait pas grand-chose. Les Russes, bon, essayaient d'avancer un petit peu, mais timidement comme s'ils n'osaient pas aller plus en avant. Et au final, bing, ça vient du nord, de la frontière russo-ukrainienne. Ça vient à partir de l'oblast de Koulsk et à partir de l'oblast de Belgorod. Donc voilà. Et là, tout dernièrement, comme les Russes ont des succès, eh bien là, les Ukrainiens commencent à faire des retraites tactiques. Alors des retraites tactiques entre guillemets, bien sûr, en fait ils n'ont pas vraiment le choix. Ils sont obligés de faire cela. Et oui, les Ukrainiens maintenant ne peuvent plus se permettre de faire des hachoirs à viande, comme ils l'ont fait à Bakhmut ou Avdiivka. C'est terminé, ils n'ont plus assez d'hommes, et même presque plus du tout, d'après Boudanov qui a dit qu'il n'avait plus de réserve. Donc plus de réserve veut dire plus de rotation. Alors déjà qu'il n'y en avait pas avant, il y en a toujours pas maintenant, il n'y en aura plus jamais de toute manière de rotation vu comment c'est parti. Donc ils sont obligés de faire des retraites. Alors chose qu'ils ne faisaient absolument jamais avant puisqu'ils voulaient conserver chaque mètre carré de terrain absolument. C'était la consigne de Zelensky qu'il fallait suivre absolument et que Zaloujny eh bien, essayait de contrecarrer et ça lui a coûté son poste d'ailleurs. En tous les cas, voilà ce qu'on pouvait dire sur le front. Et les paroles de Boudanov disant qu'il n'y a plus de réserve vont faire que tout cela va empirer et il y a fort à parier qu'il va y avoir un effet de seuil, c'est-à-dire où on va atteindre un point de non-retour, un seuil critique, où il va y avoir un effondrement soudain de l'armée ukrainienne, parce que c'est toujours comme ça que cela se passe quand deux grandes armées s'affrontent. C'est-à-dire il y en a un qui commence à prendre le dessus, il y a un phénomène de lenteur, le temps que les conséquences des actions se finissent, et une fois que les conséquences des actions se finissent sur le terrain, et qu'un adversaire a pris le pas sur l'autre, en général, il y a un effondrement qui se fait brutalement. Alors, ça peut être de plusieurs manières. Ça peut être des soldats ukrainiens qui se rendent très massivement. Ça peut être des soldats ukrainiens qui désertent très 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 massivement, c'est-à-dire qu'ils fuient, ils vont en arrière de manière très massive. Ça peut être Zelensky qui, de manière totalement surprenante, avec une crise de conscience qui tout d'un coup appelle Poutine en le disant j'arrête, on capitule, sinon il y aura vraiment plus d'Ukrainiens en Ukraine. Peut-être une crise de conscience, on ne sait pas, de la part de Zelensky, tout est possible. Donc tous les scénarios sont possibles. Ça peut être aussi du jusqu'au boutisme. C'est-à-dire que au lieu que ça soit une expression euh, comme on l'emploie depuis un an maintenant jusqu'aux derniers Ukrainiens, qu'il aille vraiment jusqu'aux derniers Ukrainiens, avec l'appui total de l'Union européenne et des Américains. Parce que l'Union européenne et les Américains officiellement poussent pour qu'il y ait tous les Ukrainiens de mort. Je parle des soldats ukrainiens. Euh, voilà, ils poussent pour cela, ils poussent jusqu'aux derniers Ukrainiens, vraiment. Donc, on ne sait pas, tout est possible. Mais en tout cas, il y a une chose dont je suis persuadé, c'est l'effet de seuil.
C'est-à-dire, au bout d'un moment, tout va s'effondrer d'un coup. Alors évidemment, la grande question, c'est quand? Bien sûr. Moi, je pense que ça va se finir comme ça. Nous verrons bien. Ensuite, on a Anthony Blinken qui s'est rendu à Kiev et qui nous a montré ses talents de guitariste. Donc voilà, alors maintenant évidemment, officiellement, il a été là-bas pour soutenir jusqu'au bout l'Ukraine. Bien évidemment, c'est soit pour dire, hey, Zelensky, tu vas te battre jusqu'au bout, tiens bon jusqu'au bout, tiens bon jusqu'au bout, ou alors, plus probablement, parce que c'est tellement ridicule et grotesque comme stratégie, donc plus logiquement, de manière plus cohérente, il est allé là-bas pour préparer une éventuelle capitulation puisque la victoire russe ne fait aucun doute depuis très 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 longtemps en réalité. Et la plupart des experts indépendants le disent d'ailleurs, bien évidemment. Voilà. Alors maintenant, autre sujet, on a le nouveau ministre de la Défense russe qui, lui, va faire un changement apparemment radical au ministère de la Défense russe, ce qui va rendre encore plus puissant l'armée russe, puisque si il arrive à atteindre ses objectifs, c'est-à-dire à la rendre beaucoup plus efficace, plus innovante, en intégrant beaucoup plus de haute technologie, l'intelligence artificielle, etc., etc., s'il arrive vraiment avec succès à accomplir sa mission, bah, l'armée russe va être encore beaucoup plus forte qu'elle ne l'est maintenant. Voilà. Et surtout qu'il ne faut pas oublier que à chaque fois que les Russes prennent des territoires, c'est d'autant d'Ukrainiens en moins pour Kiev et d'autant de Russes en plus pour la Russie. Ne l'oublions pas. Là, depuis le début de la guerre, les estimations, c'est 6,5 millions de Russes en plus, rien qu'en prenant les territoires ukrainiens. Ça, faut pas l'oublier. Les médias n'en parlent jamais, mais c'est d'autant plus de millions de Russes pour les Russes et d'autant moins de millions d'Ukrainiens pour les Ukrainiens. Ça, il faut le garder en tête, hein. Et ce n'est pas fini. Parce que si ça se passe très bien pour les Russes, ils vont accomplir ce qu'ils rêvent d'accomplir, c'est-à-dire d'avoir la Nova Rassia, c'est-à-dire l'oblast de Kharkov en plus, voire même en plus l'oblast de Dnipropetrovsk, en plus de l'oblast de Mykolaïev et de l'oblast d'Odessa. Donc si les Russes arrivent à atteindre leur rêve absolu pour l'Ukraine, c'est-à-dire de reconstruire la Nova Rassia, au final c'est 4 oblasts supplémentaires qu'ils vont prendre par rapport aux 4 oblasts déjà pris, enfin, qu'ils sont en train de prendre, parce que évidemment il faut les prendre à 100% maintenant. Hein, c'est bien de dire que c'est territoire russe, mais il faut les occuper hein, après à 100%, bien évidemment. Donc ça veut dire qu'il y aurait 8 oblasts en tout de prix et non plus 7. Parce qu'on parle souvent de l'oblast de Kharkov, Mykolaïev et d'Odessa, mais on oublie l'oblast de Dnipropetrovsk, qui est aussi important et qui en théorie fait partie de la Nova Rassia. Nous verrons, nous verrons. Donc voilà ce qu'on pouvait dire militairement. Donc comme vous avez pu le voir dans les articles, technologiquement, bah, les Russes sont en avance. Ils sont en avance pour les missiles hypersoniques, pour le brouillage électronique, et ça c'est universellement admis, même par les médias occidentaux, même par les États-Unis. Donc ça c'est maintenant admis, c'est acquis. Mais il faut pas oublier que les drones russes aussi maintenant commencent à prendre une avance sur les drones. Bah oui, parce que les Russes s'adaptent très 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 rapidement. N'oublions pas que les drones Geranium 2, Geranva et les Landsat 3 ont fait en réalité des ravages sur le terrain. Et il ne faut pas l'oublier au niveau du front militaire, c'est-à-dire on parle là au niveau des batailles. C'est eux qui ont fait le plus de dégâts, en particulier les Landsat 3.
Voilà, parce que au début, et même moi, hein, franchement, moi pour moi, les Lancet 3, ça pouvait pas abîmer un char. Et pourtant, si, on a appris que les Lancet 3 avaient une technologie d'explosif qui permettait d'immobiliser un char. Pas de le détruire, bien évidemment, mais de l'immobiliser. Voilà, ce qui équivaut à une destruction en réalité, hein, puisqu'une fois qu'un char est immobilisé, c'en est terminé pour lui, hein. Donc même moi, hein, moi je pensais pas au début, je vous le disais, pour moi, bon, ça pouvait être un problème pour les chars, ça détruisait les caméras, etc. Mais d'immobiliser un char, je ne le pensais pas. Bah, après, nous avons vu que c'était possible, effectivement. Bref, donc au niveau des drones, il y a le S-70 russe, donc ce drone principalement piloté par intelligence artificielle qui a été testé avec succès. Alors maintenant, il va être déployé. On a les drones Easily 30 qui vont être envoyés en essaim de manière massive, qui peuvent discuter entre eux et qui vont faire un massacre sur le terrain parce que ils ont déjà été testés sur le terrain dans l'oblast de Kherson apparemment avec succès. Bon, moi j'attends quand même des rapports un peu plus consistants parce que ce que j'ai lu s'apparentait plus à de la publicité qu'à des vrais rapports du ministère de la Défense. Alors bon, effectivement, s'ils arrivent à leur fin, ça va être redoutable, parce que ils vont être fabriqués par milliers. Ils sont totalement indépendants, ils marchent en essaim, apparemment intelligents, ils reconnaissent leur cible et fondent dessus. Nous verrons bien. Nous verrons bien, j'attends plus de rapports consistants. Donc concernant la conclusion, et j'en arrête là, on a des avancées russes qui vont être de plus en plus importantes. Kiev va être de plus en plus dans la panique. L'Occident va agir de plus en plus dans la panique et c'est ça qui m'inquiète. C'est ça qui m'inquiète. Là, on parle de troupes de l'OTAN maintenant en Ukraine. On parle d'Anthony Blinken qui a plus ou moins ouvert la porte en donnant une pseudo-autorisation non dite aux Ukrainiens pour qu'ils utilisent des attaques MS sur sol russe. Alors évidemment, plus l'échéance de la victoire russe va arriver, plus les Occidentaux vont agir en panique et on ne sait pas comment ils vont réagir. La marche arrière, ils ne connaissent pas, ne l'oublions pas. Et alors là, de manière un peu plus annexe, et ce seront vraiment mes derniers mots côté économique, on a Vladimir Poutine qui s'est rendu à Pékin où il a été reçu par Xi Jinping avec les plus grands honneurs. Et on a vu chose unique avec Xi Jinping, c'est-à-dire Xi Jinping qui a initié une accolade lors de son au revoir avec Vladimir Poutine. Il a initié une accolade. C'est pour vous dire à quel point il y a une réelle amitié entre Xi Jinping et Vladimir Poutine. Évidemment, ils ont fait de nouveaux contrats et ils ont confirmé leur politique de partenariat sans limite. Et là, je cite. Donc, bien évidemment que Xi Jinping va aider au maximum la Russie. En plus, avec évidemment des alliés comme l'Iran et la Corée du Nord, bien évidemment. Donc les Chinois et la Russie deviennent quasiment, alors j'exagère un petit peu, mais ça rappelle le partenariat États-Unis-Angleterre, Royaume-Uni, vous m'avez compris, hein. C'est-à-dire que là, il y a eu des partenariats économiques et militaires qui viennent d'être noués, qui étaient déjà étonnants précédemment, là, ils deviennent extraordinaires. Alors, quand vous voyez des partenariats, alors d'après ce que j'ai compris, en tout et pour tout, militaires et commerciaux, il y aura un partenariat qui serait l'équivalent de 450 milliards de dollars. C'est ahurissant, ahurissant.
Donc voilà. Alors maintenant, évidemment, tout cela cause énormément de peine à l'Occident, mais c'est l'Occident qui, en détruisant les Nord Stream, en faisant une russophobie de l'Union européenne, a fait se jeter la Russie dans les bras de la Chine. L'Occident qui fait tout le contraire de ses buts initiaux. Donc à chaque fois quand ils agissent, bah, ça se retourne toujours en boomerang contre eux. N'oublions pas les sanctions contre la Russie. Cela a fait que renforcer considérablement la Russie. La russophobie en Europe et en Amérique du Nord a fait que ça a jeté la Russie dans les bras de l'Inde et surtout de la Chine et de l'Iran. Et oui, oui, parce que c'était pas le cas avant, hein, ce partenariat extrêmement proche entre l'Iran et la Russie, la Corée du Nord et la Russie, c'était pas le cas avant. Donc on a jeté la Russie dans les bras de tous ces pays-là qui ont toujours été les ennemis de l'Occident. Donc ils sont tellement nuls et incompétents en Occident que leurs actions font le résultat inverse de ce qu'ils veulent. Ils sont très forts, n'est-ce pas? Bon bref, j'arrête là la conclusion, on va passer à la carte militaire. Donc voici la carte militaire. Donc on va immédiatement parler de l'attaque sur l'aérodrome de Belbek. Donc c'est situé à peu près au nord-est de Sébastopol. En tous les cas, c'est pointe de la Crimée, pointe ouest de la Crimée. Donc attaque réussie, mais d'après ce qu'on comprend, si on en croit les rapports russes, il y aurait eu 16 attaques MS envoyées sur cet aérodrome, donc 14 auraient été envoyées, 2 seraient passées. Alors après, certains rapports disent qu'il n'y en a qu'un seul qui serait passé et qui aurait fait tous ces dégâts. Je vous rappelle que les attaques MS envoyées, donc ce sont ceux qui peuvent atteindre des cibles très éloignées, et ces attaques MS de longue portée sont obligatoirement dotées de bombelettes, c'est-à-dire d'explosifs à sous-munitions, et non pas des missiles classiques, hein. On parle de missiles à sous-munitions, il n'y a que cette version des attaques MS qui sont de longue portée. Donc, alors on ne sait pas d'où exactement ils ont été tirés, soit proche de la ligne de front, soit d'Odessa, mais ça fait un petit peu loin Odessa, je trouve. Donc je suppose que c'est plutôt de la ligne de front. Bref, là les Ukrainiens prennent énormément de risques en mettant des batteries d'attaque MS proches de la ligne de front. Ils prennent quand même un risque. Donc même sur Odessa, hein, c'est un risque parce qu'Odessa est extrêmement surveillé. Bref, en tous les cas, là maintenant ils osent tout, donc ils ont attaqué avec des drones marins. Là tout dernièrement, 6 drones marins, tous ont été abattus. Ils ont attaqué avec des drones classiques jusqu'à Krasnodar. Tous auraient été abattus, donc dans la nuit du 16 au 17 mai, 108 drones, incluant 6 drones navals, qui ont été, j'ai vu les vidéos, abattus par un mitrailleur en hélicoptère, puisque ça a été filmé. Bon, en tous les cas, ils tentent vraiment le tout pour le tout. On a l'impression que là, ils se battent avec l'énergie du désespoir. Ils lancent tout ce qu'ils ont. Pour les attaques MS, je vous avais dit que les États-Unis avaient râlé, hein, parce qu'ils auraient préféré des cibles sur le front plutôt qu'en Crimée. Alors maintenant, la ligne de front vraiment en elle-même, les attaques qui étaient en train d'être faites là le long de la rivière Dniepr pour essayer de passer cette fameuse ligne Maginot, hein, qui reprend les lignes de la rivière en réalité. Donc toutes ces attaques amphibies qui devaient être faites ont été stoppées net. Ça c'était pour renforcer les troupes à Tchassiviar, donc un peu plus au nord. Mais sinon, rien n'a bougé sur la ligne de front.
Rabotino, donc là, a été complètement prise par les Russes. Alors ça a fait beaucoup jaser dans les réseaux sociaux, donc comme VK et Telegram, évidemment, surtout les blogueurs russes. Alors bien sûr, cela est tu dans les médias occidentaux, et pour cause, hein, c'est bien normal. Mais en tout cas, là, les Russes commencent à pousser assez fort. J'ai laissé l'insigne rouge qui veut dire que ça bataille toujours très fort. Là, il y a eu une épingle rouge parce que ça veut dire qu'il y a une avancée russe, il y a une petite avancée russe sur Stomaloïski. Donc voilà, donc toute petite, hein, quelques centaines de mètres. Mais bon, voilà, c'était à noter. Ougledar, rien ne se passe entourant en bleu car c'est la seule forteresse restante. Sinon, là, rien de spécial à dire. Ça bataille toujours beaucoup hein, sur Konstantinivka. Hein. Ça, c'est très important pour les Ukrainiens de garder cette route parce que c'est une route d'approvisionnement. Donc, les Russes essayent de prendre cette petite ville-là. Là, il y a une avancée réelle. Hein. Donc, la ville de Jiedolka a été prise totalement par les Russes. Ils ont même avancé au-delà. D'où l'épingle rouge. C'est pour ça que les Russes voudraient avoir la ville de Koulakovie parce que c'est de là. Avant, c'était de là, il y a longtemps. Hein. Maintenant, c'est de là que les tirs de canon César se fait pour atteindre Donetsk. Alors évidemment, tir de plus en plus rare. Et à mon avis, là, c'est en voie d'extinction. Aux dernières nouvelles, Donetsk, à ma connaissance, je dis bien à ma connaissance, n'est plus bombardé depuis pas si longtemps que ça. Donc je suppose que Koulakovie est en train de se préparer et à déménager les canons César. Tout du moins, c'est ce que je suppose. Donc là, les Russes veulent absolument prendre cette ville-là. Une fois que cette ville-là sera prise, le seul endroit, à ma connaissance, qui permettait de bombarder Donetsk aura disparu. Donc Donetsk sera considéré comme ville sûre. Donc c'est très important pour les Russes. Là, il y a eu une petite avancée près de Netaliové. Il y a une petite avancée russe, mais pas grand-chose, mais toujours quelques centaines de mètres. Alors évidemment, on a les avancées sur Tchassiviar. Alors Tchassiviar, c'est ici, mais là, les avancées russes sur Otcheletinié, qui avaient été importantes, puisque eux, ils veulent absolument atteindre Pokrovsk, qui est un hub routier et ferroviaire très important. Donc ça va être une cible majeure avec Tchassiviar dans la région de Donetsk. C'est les cibles majeures, hein. C'est ces deux cibles, Pokrovsk et Tchassiviar. Sur Tchassiviar, il n'y a pas eu d'avancée. Il n'y a pas eu d'avancée, mais ça bataille très 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 fort. Ça bataille très 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 fort. Là, les Ukrainiens avaient vraiment envoyé tout ici. Pas ici, mais sur Tchassiviar. D'ailleurs, Boudanov l'avait signalé lui-même. Donc, mais les Russes n'ont quasiment pas avancé. Là, c'est quelques dizaines de mètres. Les Ukrainiens résistent vraiment bien. Mais parce qu'il y avait tellement de forces qui ont été envoyées ici. Sur Sivelsk, le chaudron, ça bataille toujours fort. Les Russes n'ont pas avancé. Là, sur Veresdovstie, les Russes ont avancé. C'est pour ça que j'ai mis une épingle. Ça y est, ils ont pris la ville à 95%. Il leur reste un tout petit peu encore. Voilà, donc, mais ils l'ont pas prise encore. Mais ils ont vraiment avancé. Sur Kupiansk, rien de spécial. Les Russes sont avancés sur Kupiansk, mais si peu que j'ai pas bougé la ligne de front. Mais ils avancent ces quelques dizaines de mètres tous les jours. Là où c'était important à dire, c'est cette nouvelle ligne de front à la frontière russo-ukrainienne. Et donc là, alors je vous l'ai déjà montré la semaine dernière, mais vite fait, un peu grossièrement, là on a les lignes de front exactes
Alors comme vous pouvez voir, la plus grande avancée, c'est pour ça que j'ai mis une épingle rouge, c'est sur Lipsi. Alors sur Lipsi, c'est en hauteur, c'est très important pour les Russes afin d'avoir une vue sur la ville de Kharkov et de pouvoir bombarder tranquillement sur les hauteurs. Encore une fois, ils ne prendront pas la ville de Kharkov, je le répète encore une fois. Ils avanceront, ils avanceront. Évidemment, l'oblast de Kharkov, tout cet oblast, c'est un objectif militaire affiché depuis longtemps, donc il y a encore beaucoup de travail à faire pour les Russes, mais c'est un objectif de militaire. Donc ils prendront la ville, mais pas par des forces militaires, ils la prendront en l'assiégeant, donc elle sera entourée. Évidemment, quand les Russes vraiment seront autour de la ville, toutes les forces qui viennent partiront, donc il va y avoir un auto-nettoyage quand les Russes vont clairement être supérieurs dans cette zone-là. Tout le monde va partir, il y aura une retraite. Il y a déjà des retraites. Il y a déjà des retraites ici. Il y a déjà des retraites ukrainiennes, donc ils s'en vont, ils vont vers Poltava principalement. Donc il y a déjà des retraites. Il y a déjà des retraites même sur la zone de Kupiansk, pour vous dire. Alors elles sont petites, par contre il y a des retraites importantes dans la zone de Kharkov. Donc là déjà les Ukrainiens commencent à parler retraite. Alors là, vous voyez l'oblast de Kursk et l'oblast de Belgorod dont je vous parle souvent, c'est parce que là, il y a des forces russes qui ne cessent de se renforcer ici. Donc côté ukrainien, c'est la zone de Soumy, côté russe, c'est la zone de Kursk, l'oblast, hein, parce que moi je vous parle d'oblast. Donc les Ukrainiens sont très inquiétés puisque Boudanov a dit qu'il y avait de plus en plus de soldats russes ici, dans cette zone-là, de plus en plus, donc qui viennent de là et qui renforcent de plus en plus. C'est pour ça qu'on se dit, va-t-il y avoir une grande offensive vers le nord? On ne sait pas. Donc en gros, là, le mystère, parce qu'on ne sait pas, est-ce qu'il y aura une offensive importante russe vers la région d'Orerovici? Est-ce qu'il y aura une offensive importante russe dans la région de Donetsk, c'est-à-dire ici, dans cette zone-là, comme ça? Est-ce que ce sera vers Kupiansk, comme ça? Comme moi je le pensais au début, hein. Moi je pensais que la grande offensive elle aurait lieu ici, comme ça. C'est ce que je pensais moi depuis longtemps. Ou est-ce que la grande offensive va venir comme ça? Voilà, on ne sait pas, on ne sait pas. Il y a une énorme armée russe depuis 8 mois ici, qui fait pas grand-chose, à part faire une défense agressive. Et là, il y a une énorme armée russe qui est en train de se faire aussi. Alors, bon, énorme dans le sens, parce que la longueur est grande, hein. Elle est fine, mais elle est sur tout le long, hein, jusque vers Soumy, là. Donc, nous verrons bien. Voilà ce qu'on pouvait dire sur la carte militaire. Et c'est fini pour le point sur l'Ukraine. Si cette vidéo vous a plu, un petit pouce, un abonnement, un commentaire. C'est très important pour moi. Éventuellement un petit don. Lien dans la description. Merci à tous de votre soutien à cette chaîne. Et toujours, soyez curieux.